Alors, bonjour à tous, nous allons attendre encore une petite minute que le reste des participants puissent se connecter. Alors, nous allons pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce cycle de webinaire Une heure pour comprendre et agir. Nature en ville et changement climatique, état des lieux et solutions possibles. Donc, il s'agit d'un webinaire qui vous est proposé par l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement dans le cadre du projet européen Nature for City Life qui est piloté par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, je vous rappelle que nous sommes sur un format webinaire. Vous ne pouvez donc pas activer votre caméra ni votre micro. En revanche, vous pouvez poser vos questions ou bien réagir dans le module Q&R. Et à la fin de notre présentation, nous avons prévu un temps d'échange afin de répondre au mieux à vos questions. Hop, ça veut bien fonctionner. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis avec Agnès Hennequin, qui est chargée de mission aménagement et biodiversité à la RBE, et Karine Santelli, chargée de projet programme européen Nature for City Life à la région Sud, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je suis Lisa Salvati, chargée de mission biodicto et formation des élus Nature for City Life à la RBE également. Hop, alors, quelques mots sur la RBE. Il s'agit donc de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, une agence publique qui est née il y a maintenant 42 ans. La mission principale est de mobiliser tous les acteurs et d'accompagner les territoires dans la transition écologique et la préservation de la biodiversité. Donc, la RBE a 4 missions principales, 4 champs d'action. Tout d'abord, d'accompagner les collectivités dans leur démarche via du conseil, via des labels et également des chartes. Informer et former les acteurs aux enjeux de la biodiversité et de la transition écologique. Donc, le webinaire que nous vous proposons aujourd'hui rentre dans le cadre de cette mission. Aussi, améliorer et valoriser les connaissances sur l'environnement et la biodiversité et également animer des réseaux de gestionnaires. Je vais laisser tout de suite la parole à Karine Santelli afin de vous présenter le programme Nature for City Life. Désolée. Karine, on ne t'entend pas. On va réactiver tout ça. Voilà, vous m'entendez? C'est bon? Ok. Donc, Karine Santelli, région Sud. Je suis chargée de projet donc, sur ce programme européen Nature for City Life. Je travaille au sein de la région avec 2 autres personnes que je salue, qui sont Sophie Hoyer et Marie-Caroline Vallon. Donc, le projet Nature for City Life, c'est un projet fort de 8 partenaires qui a commencé en 2017 et qui se terminera en 2022 et qui a bénéficié d'un financement total au niveau de l'Europe de 3,7 millions d'euros. Donc, ces objectifs, son objectif est double, c'est informer, former et sensibiliser toutes les parties prenantes de la ville sur les services fournis par la nature en matière d'adaptation au changement climatique, mais c'est également de permettre le déploiement de nouvelles solutions qui sont basées sur la nature. Donc, au niveau des objectifs, nous souhaitons toucher 1000 acteurs de la ville, à la fois du secteur public et privé, 400 élus et 3000 citoyens et lycéens. Donc, c'est un programme qui est axé autour de 5 actions. Le monitoring urbain avec l'association Atmosud qui a installé des capteurs dans le cadre de notre projet pour mesurer la qualité de l'air, mais aussi le laboratoire population, environnement, développement de l'Université d'Aix-Marseille. Une action qui est plutôt basée sur de l'itinérance que nous travaillons avec le bureau des guides et qui a lieu aussi sur le territoire des métropoles. La formation des concepteurs de la ville. Et à cet égard, je fais un petit appel parce que nous venons de remettre en ligne
MOOC Nature for City Life session perfectionnement, donc qui sera ouvert du 4 avril au 16 mai, mais sur lequel d'ores et déjà vous pouvez vous inscrire. Vous avez toutes les informations sur le site internet dont vous voyez le lien en bas de l'écran. Nous avons aussi une action qui concerne plus la mobilisation des citoyens. Là, ça va être à travers des ateliers, à la fois en direction des élus, mais aussi des citoyens, et des forums et séminaires. Et parmi toutes les actions que nous poursuivons, nous en avons une emblématique qui est la formation des élus. L'idée, et ça va vous être expliqué aujourd'hui, c'est de pouvoir sensibiliser nos élus sur ces enjeux de nature en ville et d'adaptation au changement climatique, et de pouvoir là aussi leur permettre d'identifier les actions qu'ils peuvent mettre en œuvre pour mieux de nature en ville demain, pour justement pouvoir mieux s'adapter au changement climatique. J'en ai terminé. Je vous remercie. Alors, merci Karine. Alors du coup, comme on vient de vous le présenter, désolée. Donc justement, dans le cadre du programme Nature for City Life et plus précisément donc, de l'action 3 de formation, la RBE a développé et du coup propose aujourd'hui une formation à destination des élus des 3 territoires métropolitains donc, de la région. Il s'agit d'une formation qui est gratuite et à la carte. Il est composé de 4 modules. Donc, le module A, découverte et sensibilisation aux enjeux de nature en ville et changement climatique. C'est un module qui vous est proposé en visioconférence, comme aujourd'hui, ou bien en présentiel, à savoir que l'on peut intervenir lors d'un conseil municipal ou bien d'une assemblée. Le module B, il s'agit donc de visites de terrain à la découverte de réalisations concrètes autour de la nature en ville. Ce qui fait vraiment la richesse donc, de ce module, c'est le fait, c'est les échanges entre les visiteurs et les collectivités hôtes, et aussi le fait que vous ayez la possibilité d'aller sur le terrain à la découverte d'actions exemplaires, donc sur la nature en ville, mais aussi des actions qui sont reproductibles, afin de vous en inspirer dans vos projets en cours et à venir. Donc, il y a 3 visites qui sont proposées à ce jour, Marseille, Miramas et Avignon. Et donc, ce sont des visites qui sont déclenchées à la demande de groupes d'élus. Le module C, donc, qui est un atelier déjeuner. Donc là, le but, c'est vraiment de rassembler plusieurs élus de différentes collectivités autour d'une table afin qu'ils puissent partager leur retour d'expérience, ce qui a bien fonctionné, ce qui a été un petit peu plus compliqué, hein, voilà, sur vraiment des projets en lien avec la nature en ville. Et l'objectif sera ici vraiment de donner différents outils, de sensibiliser les élus afin qu'ils intègrent plus de nature en ville dans leur projet à venir. Et le module D, qui est un atelier d'approfondissement qui est vraiment personnalisé en fonction de votre contexte territorial sur le sujet qui vous intéresse. Par exemple, vous avez envie de mettre en place un projet de désimperméabilisation, on peut vraiment venir intervenir sur ce sujet et faire intervenir également d'autres experts, soit internes à la RBE ou bien externes, afin de vous proposer un module de formation qui soit vraiment au plus près de vos besoins. Alors, concernant l'ordre du jour, donc je vais commencer tout de suite par une introduction sur le climat et la biodiversité dans notre région. Puis, je laisserai la parole à Agnès qui vous parlera de tram vert, tram bleu, tram brune, tram noir, des nouvelles approches aussi pour des aménagements qui vont améliorer le cadre de vie et le bien-être de vos citoyens. Une 3e partie sur la participation et la sensibilisation des publics. Et enfin, on aura un temps d'échange afin de répondre à vos questions et réactions. Alors, bon, comme vous le savez, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est fortement impactée par les effets du changement climatique, avec des conséquences qui sont déjà visibles sur notre territoire. Je pense notamment aux récents records de chaleur dans les villes. On a tous le souvenir de la canicule de 2003 qui a créé une importante crise sanitaire, mais aussi donc, des sécheresses, la propagation de maladies, la dégradation de la qualité de l'air et une augmentation de la fréquence et de la violence des catastrophes naturelles, comme vous pouvez le voir donc, sur cette carte, des catastrophes qui se concentrent principalement dans nos centres urbains et aussi en bordure littorale.
Donc, il est important de savoir que la région méditerranéenne a été identifiée par le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, comme l'un des hotspots du réchauffement climatique, c'est-à-dire que c'est une région qui va se réchauffer plus vite que le reste du globe. Et justement, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le changement climatique est marqué par une augmentation des températures, comme vous pouvez le voir sur le graphique à gauche. Entre 1980 et 2020, on observe une augmentation de 2 degrés en moyenne. Et en cohérence avec cette augmentation des températures, le nombre de journées très chaudes, c'est-à-dire de plus de 30 degrés, et le nombre de nuits tropicales, donc des nuits de plus de 20 degrés, ont augmenté, puisque on passe de 15 nuits en moyenne dans les années 1960 à environ 60 nuits en moyenne, du coup, en 2015. Donc, ces tendances à la hausse vont se renforcer tout au long du XXIe siècle et elles vont toucher particulièrement les centres urbains de notre région du fait de la concentration des activités humaines qui sont source de chaleur anthropique et de l'artificialisation des sols. Un sol artificialisé participe à l'augmentation des températures et donc à la création du phénomène d'îlots de chaleur urbain, mais aussi à une augmentation du risque d'inondation, puisque par définition, un sol imperméabilisé n'absorbe pas l'eau de pluie et en cas de forte intempérie, les phénomènes de ruissellement et d'inondation seront donc amplifiés. Un zoom du coup sur la biodiversité, car vous allez vous rendre compte que climat et biodiversité sont très liés. Notre région donc, possède un patrimoine naturel exceptionnel. Il s'agit de l'une des premières régions métropolitaines du coup en nombre d'espèces, puisqu'elle abrite 71,5% des espèces de métropole. Mais depuis plusieurs années, notamment depuis les années 2000, on observe un déclin important de cette biodiversité. Et l'une des causes majeures de l'érosion de la biodiversité, c'est le changement climatique, donc qui impacte directement notre biodiversité, mais paradoxalement, et assez de façon très liée, la biodiversité va également apporter des solutions d'atténuation et d'adaptation à nos territoires, notamment grâce aux services écosystémiques. Donc, les services écosystémiques, ce sont des avantages, des biens et des services aussi dont va bénéficier un territoire et la population grâce à une utilisation durable des écosystèmes et de leurs ressources. Donc, nous allons en voir quelques-uns ensemble. Donc, la nature en ville va permettre au territoire de se prémunir des risques d'inondation en permettant notamment une meilleure infiltration des eaux et aussi en limitant le risque de ruissellement. Il faut savoir qu'en France, les inondations constituent le premier risque naturel. Les communes sont de plus en plus touchées et le fait de désimperméabiliser les sols, de renaturer des cours d'eau va permettre au territoire de se prémunir justement de ces risques. La nature en ville va également améliorer le confort thermique estival en ville. En effet, les villes minérales vont concentrer davantage les phénomènes d'îlots de chaleur urbains, tandis qu'une ville plus verte, plus végétale, va permettre un rafraîchissement urbain plus naturel par conséquent, de par l'ombrage procuré par les végétaux, mais aussi de par l'évapotranspiration. Il faut savoir qu'on peut diminuer la température de l'air d'environ -3 à -10 degrés grâce à la végétation. Bon, bien sûr, ça va dépendre de la taille du végétal, mais aussi de l'essence, de son arrosage également. La nature en ville, du coup, va également permettre d'améliorer la qualité de l'air en contribuant à la circulation de l'air, mais aussi grâce au stockage carbone, donc à sa captation. 150 kg de CO2 absorbés par un arbre en 1 an, soit 1000 km en voiture. C'est un chiffre assez parlant. Et également, la nature en ville va améliorer le cadre de vie, l'attractivité de votre territoire, puisque les espaces verts sont devenus un critère clé pour les Français qui estiment la proximité importante, très importante, au moment de choisir leur lieu d'habitation. Et on se rend compte qu'un appartement prend environ 17% de plus-value lorsqu'il est situé
à proximité d'un espace vert. Donc, par conséquent, cette nature en ville va améliorer la santé et le confort des habitants. Des études ont prouvé que la nature en ville va favoriser l'activité physique, va diminuer le stress, favoriser la santé mentale, mais aussi diminuer la perception du bruit, favoriser le lien social. Donc, autant de bénéfices qu'il est important voilà, de mettre des solutions qu'il est important d'intégrer à vos territoires. Je vais maintenant laisser la parole à Agnès Hennequin pour continuer la présentation. Merci Lisa pour cette introduction qui permet de voir effectivement quels sont les enjeux liés à ce réchauffement climatique et comment la nature en ville peut nous apporter des solutions. Alors, je vais partager mon écran pour poursuivre la présentation. Voilà. Alors, l'objectif de ma présentation, c'est vraiment de dresser le tableau finalement des possibilités que vous offre la nature en ville, de comment, dans un projet de territoire, on peut la prendre en compte. Et surtout, je vais vous présenter un certain nombre d'exemples, finalement, de retours d'expérience et de possibilités d'aménagement qu'on peut concevoir ou remanier avec la nature pour vous montrer voilà, que c'est possible sur les territoires à toutes les échelles et sur tous les territoires, ruraux, urbains, périurbains, d'aménager avec la nature pour mieux s'adapter au changement climatique. Alors, je vais commencer ma présentation sur la notion de tram, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, donc tram verte, tram bleue, tram brune. Effectivement, je vois dans les commentaires qu'une personne nous dit que la perte de biodiversité n'est pas due uniquement au réchauffement climatique. Alors, je pense que Lisa parlait d'une des causes majeures d'érosion de la biodiversité en parlant du réchauffement climatique. Bien évidemment, on est bien d'accord que ce n'est pas la seule. Je pense que la cause numéro 1, c'est l'artificialisation des sols et également la fragmentation des milieux, c'est-à-dire la division des habitats, finalement des milieux favorables aux espèces en de multiples petits habitats qui vont être finalement coupés par des infrastructures humaines, qu'elles soient donc, du bâti, des autoroutes, des infrastructures de communication, etc. Donc justement, les trams, trams vertes, trams bleues et toutes les autres, font appel à la notion de continuité écologique. Donc l'idée, c'est de conserver pas uniquement des milieux et des habitats favorables aux espèces, mais également un maillage écologique qui va permettre à ces espèces de se déplacer entre finalement, ces zones d'habitat favorables. Alors, c'est une notion, donc la notion de trame verte et bleue, qui vise à préserver finalement les continuités écologiques, donc ce réseau écologique qui permet aux espèces de vivre et donc de survivre et de se déplacer, ce qui est indispensable finalement à leur brassage génétique et à leur capacité d'adaptation, notamment face au changement climatique qui les amène parfois à se déplacer, à changer de région géographique. Alors, cette notion, elle est obligatoire depuis les lois Grenelle, donc la trame verte et bleue doit être intégrée dans tous les documents de planification. Donc, ça a son importance parce que cette trame verte et bleue, elle va aussi se diffuser finalement au sein des villes au travers de la nature en ville. Donc, les territoires ont vraiment un rôle à jouer à travers la planification pour les préserver. Donc, il y a différentes trames. La trame verte, on va plutôt parler des espaces terrestres, milieu naturel, milieu agricole, milieu forestier, etc. La trame bleue fait plutôt référence aux milieux aquatiques, mais qui sont évidemment toujours en lien avec le milieu terrestre. La trame brune, finalement, c'est la trame du sol. Donc, l'idée, ça va être d'essayer de conserver un réseau finalement de sol fonctionnel, vivant et nu, donc non imperméabilisé. On a également la trame noire qui, finalement, elle concerne plutôt la vie nocturne, c'est-à-dire qu'il s'agit de s'efforcer de conserver des zones sans lumière, avec une luminosité réduite ou au moins moins impactante pour les espèces nocturnes, qui sont souvent lucifuges, c'est-à-dire que la lumière les impacte très fortement et a des conséquences souvent importantes sur leur cycle de vie. Donc, de nombreuses communes éteignent maintenant leur éclairage nocturne en deuxième partie de nuit, ce qui a un effet effectivement très positif sur la biodiversité, mais également sur le bien-être humain, puisque notre sommeil est également perturbé par la lumière. Voilà, donc ici, effectivement, je suis déjà rentrée un petit peu dans le détail donc de ces différentes trames. On parle également de trame turquoise pour justement cette interface entre trame bleue et trame verte. Alors, un petit passage justement sur les documents de planification. Il faut savoir que les PLU, donc plans locaux d'urbanisme et plans locaux d'urbanisme intercommunaux, sont directement ciblés pour préserver la biodiversité, l'eau et la nature sur les territoires.
Donc, ce sont vraiment des outils pour formaliser finalement une volonté sur un territoire d'intégrer les trams vertes et bleues, trams noirs et la nature en ville. Déjà parce que c'est obligatoire, mais également parce qu'il y a la possibilité vraiment d'être assez ambitieux pour finalement obliger ou inciter à intégrer plus de nature dans tous les projets d'aménagement. Et ça va se traduire dans toutes les pièces du document d'urbanisme. Alors, pour ceux qui connaissent, hein, voilà, le PADD, le règlement, le plan de zonage ou encore les orientations d'aménagement et de programmation. Alors, pour vous aider dans ces démarches de prise en compte au sein des plans locaux d'urbanisme et plans locaux d'urbanisme intercommunaux, nous avons sorti certains outils, notamment un guide technique, donc PLUI et biodiversité, sorti en 2019, mais qui est toujours d'actualité, hein, qui fait plus de 120 pages, donc il est quand même assez détaillé, assez technique, et il permet vraiment de rentrer dans toutes les pièces du document et de voir comment on peut formuler les choses, après un diagnostic efficace, bien entendu, mais comment on peut formuler les choses pour justement aller vers des documents de planification ambitieux en termes de préservation de la biodiversité et de la nature. Et on a également sorti en 2021 des fiches, là aussi assez techniques, donc qui sont très complémentaires avec le guide, sur la prise en compte finalement des milieux aquatiques et leur renaturation au sein des plans locaux d'urbanisme. Donc, ce sont des fiches qu'on a sorties en partenariat avec le CAUE du Vaucluse. Voilà. Alors, quelques exemples quand même sur les plans locaux d'urbanisme. Comme je vous le disais, il y a de nombreux outils qui sont disponibles pour préserver tous les éléments de nature qui vont contribuer justement à amener du bien-être, à un cadre de vie de qualité et à préserver la biodiversité, et notamment dans les plans de zonage. Donc, ce sont les plans qui déterminent finalement réglementairement quelles sont les parcelles constructibles ou non et comment on peut les aménager. Donc, dans le zonage, on a la possibilité finalement de localiser des éléments de nature comme les ripisylves, comme des haies, des arbres isolés ou encore des murets de pierres sèches qui également ont un rôle à jouer très important pour la gestion justement des eaux de pluie et pour la biodiversité. On peut également localiser des oliveraies, par exemple, qui seraient intéressantes. Tous ces éléments qui peuvent donc être, si on les connaît, donc si on a un diagnostic et une bonne connaissance de son territoire, qui peuvent être protégés dans le règlement. On peut également avoir des zonages avec différents indices qui vont être aussi, du coup, qui vont avoir des préconisations, des règles associées à ces enjeux-là. Par exemple, sur cet exemple de PLU, on a des espaces qui sont indicés, donc NCO, ça veut dire qu'on est sur des espaces naturels, et CO correspond à corridor écologique, donc ce sont des espaces naturels à fonction de corridors écologiques qui sont cartographiés comme tels, donc qui sont totalement inconstructibles. Donc ça, c'est un exemple sur la commune du Thor dans le Vaucluse. On a également un outil qui est très utile, et notamment dans les centres urbains, c'est le coefficient de biotope par surface. C'est un outil qui va en fait inciter à avoir une surface éco-aménagée sur les parcelles qui vont être bâties ou qui vont être réaménagées. Et pour cela, en fait, on va définir un objectif finalement en fonction des zonages. Les parcelles devront atteindre un ratio en fait de surface éco-aménagée par rapport à la surface totale de la parcelle. Donc, une surface éco-aménagée, ça va être une surface soit en pleine terre, soit végétalisée, soit une toiture végétalisée. Les arbres de haute tige vont aussi rentrer dans le calcul. Donc, l'idée, c'est d'avoir finalement des projets dans lesquels la nature va être inclue. Même en centre urbain dense, c'est possible, avec des objectifs raisonnables, bien entendu, et un accompagnement aussi pour aider à interpréter cet outil. Et donc ça, c'est un outil donc du règlement du PLU qui peut être vraiment mis en place. Et notamment, la commune d'Avignon est en train de le mettre en place dans son plan local d'urbanisme. Mais on a d'autres exemples un peu partout en France. Voilà, donc c'est un exemple qui montre que le coefficient de biotope par surface permet de proposer différentes typologies d'aménagement sur une même parcelle. On va finalement obtenir le taux, le coefficient demandé, là ici, qui est 0,4 dans l'exemple, avec différents projets, soit une grande surface de pleine terre végétalisée, soit une petite surface de pleine terre végétalisée, mais avec une toiture végétalisée qui va compenser le fait que la construction soit peut-être plus grande, mais qui aura du coup une surface végétalisée et qui permet aussi de gérer le pluvial assez importante en toiture. N'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus à la fin de la présentation. Un autre outil des PLU, ce sont les orientations d'aménagement et de programmation qui sont obligatoires dans les zones à urbaniser, mais souvent exploitées un petit peu à minima parce que bon, elles sont obligatoires, mais en fait, elles permettent, si l'on le souhaite, d'aller vraiment loin dans les recommandations, dans les préconisations qu'on va faire sur les projets d'aménagement. On peut donc édicter des principes d'aménagement durable sur les projets d'aménagement et d'urbanisation future.
Mais également, on peut avoir des OAP qui vont s'appliquer sur l'ensemble du territoire sur un thème. Alors là, je vous ai mis l'exemple de l'OAP paysage et biodiversité de la métropole Grenoble-Alpes. Donc, cette OAP s'applique sur l'ensemble du territoire à tout projet de construction ou d'aménagement. Et elle a pour objectif, effectivement, de préserver le paysage et la biodiversité avec des mises en œuvre différentes selon les secteurs, puisque tous les secteurs de la métropole de Grenoble n'ont pas les mêmes enjeux en fonction de si on est en centre-ville ou si on est plutôt sur des coteaux, etc. Mais du coup, il y a vraiment des choses très illustrées dans cette OAP, finalement, qui permettent de montrer aux porteurs de projets particuliers ou même promoteurs ou même publics comment il faut prendre en compte effectivement ces enjeux de paysage et de biodiversité dans les aménagements. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très illustré, donc ça a un côté très pédagogique et c'est malgré tout opposable. Donc voilà, les porteurs de projets doivent quand même se référer à ces orientations. Enfin, dans les PLU, on peut également recommander dans les annexes, par exemple, des fiches de végétaux conseillés. C'est-à-dire que si l'on met, il faut éviter évidemment les végétaux allergisants, éviter les végétaux qui vont être des espèces exotiques envahissantes qui vont donc finalement coloniser les milieux et prendre la place d'espèces plus locales et plus patrimoniales et plus adaptées au climat. Donc, on peut effectivement, dans un PLU, on ne peut pas obliger à prendre en compte une liste d'espèces. En revanche, on peut le recommander au travers des annexes. Et il y a de nombreuses structures dans la région qui ont travaillé sur des listes de végétaux recommandées en fonction effectivement on va dire des entités paysagères dans lesquelles on se trouve. Effectivement, dans les Alpes, on ne recommandera pas les mêmes végétaux que si on est en bord de mer sur la Côte d'Azur. Mais voilà, ce sont des choses qui existent et qui peuvent aussi inspirer les collectivités qui sont en train d'élaborer ou de réviser leur PLU. Alors, si j'en viens à, si je finis sur ces trames, effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de la trame noire. Donc, l'idée, c'est effectivement d'essayer de réduire l'éclairage aux endroits où il est nécessaire, de se mettre effectivement en conformité avec la réglementation, c'est-à-dire de ne proposer plus que des éclairages à LED qui vont déjà consommer moins d'énergie. Après, il y a effectivement des préconisations qui existent sur les différents spectres finalement de lumière qui peuvent plus ou moins déranger les espèces nocturnes. En tout cas, il existe un arrêté du 28 septembre 2018 qui réglemente l'extinction des éclairages sur les bâtiments publics, les commerces, les parkings, la voirie, les édifices patrimoniaux et également les parcs et jardins accessibles au public. Donc, tout cela va finalement vers une incitation à éclairer moins et donc à aller même jusqu'à parfois éteindre l'éclairage en deuxième partie de nuit. Donc, on a de nombreux retours d'expérience maintenant dans la région, notamment dans les territoires d'arrière-pays, sur des parcs naturels régionaux, mais également sur Nice Métropole, sur l'extinction, alors parfois totale sur l'ensemble du territoire à partir de minuit ou 1h du matin, ou parfois sur certains quartiers qui sont un peu moins en besoin, on va dire, d'éclairage sur cette deuxième partie de nuit. À savoir qu'il n'y a pas du tout de retour sur une augmentation de l'indélinquance, malgré ce qui est souvent, on va dire, craint quand on passe sur ce type d'approche. Donc, pas d'augmentation de la délinquance. Au contraire, des secteurs qui se retrouvent apaisés, puisque finalement, il y a moins de gens qui vont peut-être traîner la nuit dans les rues, sur les bancs, et donc peut-être justement perturber le sommeil des habitants. Et finalement, à chaque fois, des retours d'expérience très favorables, malgré les craintes qui peuvent être exprimées au début par la population, par la gendarmerie, etc. Donc là-dessus, il existe des fiches de retour d'expérience sur ces extinctions d'éclairage. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la trame noire, il y a de nombreuses ressources, effectivement. Donc la vidéo du Nature for City Life, du MOOC, qui peut être visionnée, des fiches de retour d'expérience, mais également un webinaire spécifique, 1 heure pour comprendre et agir sur cette thématique que vous pouvez retrouver en replay. Voilà, ainsi que des liens, le label Ville et Village étoilés qui, du coup, récompense les territoires qui s'engagent dans ce type de démarche. Voilà, donc j'en ai terminé sur les trames vertes et trames bleues et trames de toutes les couleurs. Ce dont je n'ai pas parlé dans cette partie, c'est l'importance du diagnostic, bien entendu, avant de définir ces trames à l'échelle d'un territoire et de les traduire dans des documents de planification. Il faut bien entendu passer à chaque fois par un diagnostic de connaissances qui va permettre de localiser
où sont les enjeux, où sont les réservoirs, les corridors écologiques et comment les préserver ou les restaurer lorsqu'ils sont déjà mis à mal. Alors, ce que je vous propose en deuxième partie, c'est de découvrir finalement, de découvrir ou de redécouvrir des approches un peu innovantes, voilà, qui changent un peu des habitudes et qui devraient, si tout va bien, finalement se démultiplier pour des aménagements qui améliorent le cadre de vie, le bien-être et surtout la résilience face au réchauffement climatique. Alors, justement, tout à l'heure, on a parlé des causes d'érosion de la biodiversité. L'artificialisation des sols donc, est clairement un des impacts majeurs sur cette biodiversité. Donc, l'artificialisation des sols, c'est le fait de transformer des milieux naturels, agricoles, milieux ouverts, milieux forestiers, en des milieux qui vont être finalement transformés par l'homme, notamment avec de la bétonisation, de la construction d'infrastructures, de la construction de bâtiments, de parkings, etc. Donc, cette artificialisation des sols, finalement, elle réduit et elle fragmente les habitats naturels des espèces. Alors, il y a un objectif qui a été fixé par le gouvernement dans son plan biodiversité. C'est l'objectif dont vous avez déjà dû entendre parler, le ZAN, zéro artificialisation nette des sols à l'horizon de 2050. Donc, l'idée, c'est d'aller vers de la sobriété foncière. C'est-à-dire l'idée, c'est d'arrêter de s'étaler ou en tout cas de limiter au maximum l'étalement urbain et donc d'aller vers la mobilisation de secteurs qui sont déjà urbanisés et qu'on pourrait requalifier, donc des friches, des logements vacants, ou bien de favoriser la conception et la construction d'opérations un peu plus denses, ce qui n'est pas antinomique avec le fait d'y intégrer des espaces verts. Je repense tout à l'heure au coefficient de biotope par surface dont je vous parlais, qui permet justement d'aller vers des opérations plus denses mais qualitatives en termes de cadre de vie et de nature. Voilà, donc l'idée, c'est d'essayer finalement de moins construire, de moins s'étaler, mais de construire mieux avec plus de qualité et plus de nature. Alors, comment intégrer cette nature Effectivement, j'ai repris ce schéma qui a été réalisé par l'agence d'urbanisme Rhône et Avignon-Vaucluse, qui montre comment en ville, on peut intégrer notamment la végétation, qui, comme le disait Lisa tout à l'heure, permet d'apporter du rafraîchissement urbain, mais également un cadre de vie beaucoup plus agréable. Alors, ça peut être au travers de plantation ou de préservation d'arbres, de façades végétalisées, de toitures végétalisées, parce que c'est possible dans notre région. Effectivement, il y a des retours d'expérience qui montrent qu'on peut avoir des toitures végétalisées qui fonctionnent sous certaines conditions. Ça va être également le maintien au maximum, autant que possible, de surfaces de pleine terre. Ça va être une gestion alternative du pluvial avec, par exemple, donc des noues, la création de noues plantées qui vont permettre l'infiltration des eaux de pluie et qui vont également représenter des espaces de végétation. Voilà. Donc, tous ces exemples qui permettent de montrer que voilà, il y a de multiples possibilités pour intégrer la nature en ville. Alors, un exemple concret, une réalisation concrète. À l'échelle de Volonne, donc c'est un petit village des Alpes de Haute-Provence qui a eu un projet d'écoquartier donc en centre-bourg, c'est-à-dire qu'on est vraiment en requalification du cœur de village. On n'est vraiment pas du tout dans l'étalement urbain. On avait besoin de services, donc il y avait un besoin en services, donc santé, garderie, logement pour personnes âgées, mais également logement à loyer modéré ou logement en accession à la propriété. Donc, il y a vraiment eu ce travail finalement d'écoquartier. Donc, c'est une co-construction avec les habitants, avec différentes parties prenantes. Et cet écoquartier, ça a vraiment intégré les dimensions de nature en ville, puisqu'on est allé vers une désimperméabilisation finalement d'une bonne partie de ce qui était imperméabilisé à l'origine. Vous voyez sur la photo, effectivement, on voit que les espaces publics sont en stabilisé, donc en revêtement stabilisé non perméable, qu'on a des arbres qui ont été maintenus, des arbres qui ont été plantés, on a des espaces de pelouse. Donc, tout ce projet a été conçu finalement pour préserver la nature qui était en place et en rajouter. Donc, la logique de la conception, ça a été de conserver au maximum les arbres de haute tige, quitte à finalement dessiner les bâtiments en fonction des arbres existants. Et on a évité, en tout cas sur Volonne, d'abattre les arbres. En tout cas, quelques-uns ont été abattus, mais un minimum. Donc voilà, le quartier a été conçu en fonction des arbres existants. Et il y a eu également donc, cette désimperméabilisation et la création d'espaces collectifs qui ont une fonction. Ça, c'est très important, c'est qu'il faut que cette nature en ville, elle ait une fonction, elle permette aussi des lieux de vie et de loisirs pour les habitants, pour les usagers.
Donc, on a sur la photo de gauche un parc pour enfants avec des jeux naturels et notamment des rondins de bois qui sont en fait les quelques arbres qu'il a fallu couper qui ont été donc recyclés en jeu d'équilibre. On a des revêtements de sol qui ne sont pas imperméabilisés. On a un jardin potager vraiment en cœur d'îlot hein, avec des hôtels à insectes donc pour la sensibilisation, etc. Et les enfants qui ont été impliqués aussi dans la plantation des arbres. Alors, je ne sais plus combien d'arbres ont été plantés sur ce projet, mais c'est assez conséquent. Et d'ailleurs, l'ensemble de l'écoquartier est labellisé donc refuge LPO. Les espaces extérieurs sont labellisés refuge LPO, c'est-à-dire que voilà, l'idée, c'est de préserver la biodiversité, qu'il n'y a pas de pesticides et que la biodiversité est la bienvenue sur cet espace. Un autre exemple d'aménagement, de réaménagement, là aussi de reconquête finalement de la nature en ville, c'est le boulevard Aubanel à Miramas. Donc Miramas, c'est une ville au sein de laquelle on avait donc une 2x2 voies, donc quasiment une autoroute qui traversait les quartiers. C'était le boulevard Aubanel. Il y a eu une déviation qui a été faite, donc qui a permis de rediriger la circulation en grande majorité sur l'extérieur de la ville. Et le boulevard Aubanel donc, a été réduit sur la moitié de son emprise. Donc, auparavant, on avait finalement 2 voies de chaque côté d'une allée de pins qui était le seul espace végétalisé hein, de tout le boulevard. Désormais, on n'a plus que 2 fois une voie et les pins ont été conservés et le reste de l'emprise a été désimperméabilisé complètement. Donc, on est sur des sols en stabilisé avec une piste cyclable, une piste de liaison douce et une grande quantité d'espaces de massifs, de végétalisés, d'arbres. On a également des ruches en plein centre-ville. Apparemment, ça fonctionne très, très bien. Donc, une production de miel en plus locale qui permet aussi la sensibilisation des riverains. Voilà, et donc on arrive ici sur voilà, ce que vous voyez là. Auparavant, c'était une route et maintenant, c'est un secteur qui est complètement apaisé, voilà, où les personnes ont plaisir à se promener, à circuler et à aussi se reposer puisqu'on a des placettes avec des transats, des tables de pique-nique, etc., qui permettent d'avoir vraiment des lieux de vie aussi pour les habitants en contact avec la nature. Alors, autre exemple, donc sur Avignon, il y a eu tout un projet qui est aussi en lien avec toute la stratégie biodiversité de la ville d'Avignon, hein, qui est donc la coulée verte comestible urbaine, qui a donc pour objectif de reconquérir la nature et la biodiversité sur le long de cette coulée, qui part du Tour des Remparts au nord, des remparts de la ville d'Avignon, et qui va jusqu'à un parc qui s'appelle le parc Colette, et qui a pour projet de rejoindre aussi voilà, un aménagement de pistes cyclables de Montclar. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un travail de couture urbaine pour reconnecter tous ces espaces de parcs urbains et apporter plus de nature tout au long de cette coulée verte urbaine. Donc, l'idée, ça va être voilà, de limiter la fragmentation hein, de l'espace et aussi de contribuer toujours à l'atténuation des effets du changement climatique sur cette ville. Alors, pour illustrer voilà, le Tour des Remparts avant les travaux, donc on avait quelque chose de très, très minéral avec des parkings qui, en plus, ne mettaient pas du tout en valeur ce monument patrimonial que sont les remparts. Désormais, nous avons, voilà, pardon, il y avait une diapositive qui s'était incrustée au milieu. Nous avons désormais un Tour des Remparts qui est beaucoup plus esthétique et qui est beaucoup plus végétalisé. Des plantations d'arbres, des liaisons douces, le tramway qui également s'est installé. Alors, il faut noter que sur la droite, là, on ne le voit pas bien, mais c'est une prairie normalement voilà, c'est une prairie naturelle. Ce n'est pas un gazon qui a été planté. On est vraiment sur des essences qui sont venues un peu coloniser naturellement cet espace devant les remparts. Donc, on est sur quelque chose d'assez favorable à la biodiversité. Alors, je continue toujours sur mon tour d'horizon des exemples d'aménagement qui peuvent être faits sur tous les territoires hein, en faveur de la nature en ville. Là, nous sommes sur les cours d'école. Alors, ce sont des cours d'école à Marseille qui ont d'ailleurs bénéficié d'un accompagnement dans le cadre du programme LIFE Nature for City de la part de la région. Ces cours d'école qui, à l'origine, étaient très, très minéralisés, sans aucun jeu, parce que souvent, dans les écoles élémentaires, on ne met pas de jeu pour les enfants. Alors, pourquoi s'intéresser aux cours d'école ? En fait, ce sont des microcosmes, hein, finalement, ces cours d'école, où il se passe plein de choses au niveau social, au niveau des interactions, au niveau de l'apprentissage aussi pour les enfants. Et bien souvent, ce sont des espaces qui ont été conçus ces dernières années de manière complètement déconnectée de la nature. La nature, dans les cours d'école, elle est souvent derrière des barrières, voire complètement absente. Souvent, on a quand même quelques arbres pour donner de l'ombre, mais ces arbres, en plus, sont enserrés dans des surfaces bétonnées. Voilà, donc en plus, ça ne favorise pas leur bonne santé.
Ce sont des espaces sur lesquels on constate souvent des problèmes d'usage, c'est-à-dire qu'on va avoir une place un peu importante pour le foot au milieu de la cour et ensuite les autres jeux sont relégués sur les côtés de la cour et on a vraiment un usage de l'espace qui est assez mal partagé. Donc tout ça, ça commence à poser des questions. On se dit qu'on peut retravailler ces cours d'école pour qu'elles soient finalement pensées vraiment pour les enfants, pensées pour qu'ils se sentent bien, qu'ils soient un peu plus au frais et pensées pour qu'ils soient un peu plus en contact avec la nature. Les enfants ont besoin naturellement de manipuler, de gratter la terre, de toucher des feuilles, de toucher de l'herbe et c'est quelque chose qui bien souvent ne leur est pas offert dans ces cours d'école. Alors, il y a eu tout un travail, comme je vous le disais, d'accompagnement avec la région Sud, avec des ateliers de co-construction avec les enfants, l'équipe éducative, mais également les ATSEM, les personnes qui s'occupent de l'entretien, puisque c'est très important quand on va retravailler une cour d'école pour la renaturer, de travailler avec l'ensemble de la communauté éducative et même les parents, puisqu'il faut essayer aussi d'aller au-delà des craintes, des peurs qu'il peut y avoir sur la sécurité, la saleté, et de trouver à chaque problème une solution finalement. Voilà, donc des ateliers sur les usages actuels de la cour, quels sont les usages qui seraient souhaités dans cette cour et du coup, quels sont les petits coins qu'on pourrait faire. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer des espaces différenciés avec différents types de jeux, des jeux calmes, des jeux d'équilibre, des jeux actifs, le foot, bien entendu, qui peut garder tout à fait sa place aux côtés des autres jeux. Voilà, mais donc de retravailler complètement les usages de la cour en incluant plus de nature. Voilà, donc ça, c'est le résultat donc, de la cour Révolution Jet d'eau après les travaux. Alors effectivement, la végétation là n'a pas encore beaucoup poussé, mais on voit déjà des arbres qui ont été libérés, puisqu'on n'a plus de béton autour des arbres, ils sont dans de la pleine terre, ils peuvent recevoir de l'eau. Et on a des espaces voilà, avec des cheminements, des espaces avec des copeaux de bois qui vont être aussi sécurisants sous les jeux, puisque les copeaux de bois sont tout à fait aux normes pour amortir les chutes de certains jeux. Des jeux, effectivement, ce qui était nouveau dans les cours d'école élémentaires à Marseille. Voilà, donc on a beaucoup d'exemples maintenant dans la région et ailleurs de ce type de réaménagement sur les cours d'école qui donnent vraiment des résultats très intéressants et sur lesquels on constate bien souvent un climat scolaire vraiment apaisé, des récréations qui se passent beaucoup mieux et des enfants qui arrivent en classe en étant beaucoup plus concentrés, beaucoup plus détendus finalement. Voilà, donc il y a des fiches méthodes sur cette animation autour des cours d'école qui ont été proposées donc, dans le cadre du programme Life Nature for City, qui permettent aux collectivités qui le souhaitent de se réapproprier la méthode de co-construction autour de ces cours d'école pour voilà, renforcer la biodiversité, gérer l'eau et répondre surtout aux besoins des enfants. Alors, un autre exemple dont je voulais vous parler, ce sont les parkings. Alors, bien souvent, de moins en moins, heureusement, on voit encore des aménagements de parking qui se font finalement de manière habituelle, c'est-à-dire qu'on va avoir une surface en enrobé, bien lisse, bien propre, effectivement bien fonctionnelle. Un exemple donc sur la gauche, voilà, on a 2 hectares, donc plus de 2 terrains de foot de parking, une grande unité comme ça en enrobé, sans aucun arbre et avec sur la droite un ouvrage de gestion des eaux de pluie qui est bien entendu indispensable quand on a imperméabilisé une telle surface. Alors effectivement, désormais, on peut concevoir des parkings un petit peu différemment. Déjà, on n'est pas obligé d'imperméabiliser l'intégralité de la surface du parking. Parfois, si c'est nécessaire en fonction des usages, on peut imperméabiliser effectivement les bandes de circulation, mais les places de parking peuvent être tout à fait réalisées dans des matériaux perméables, que ce soit du stabilisé, un mélange pierre-terre ou encore même de l'engazonnement sur des dalles de béton, par exemple, qui sont spécifiques et qui prévoient cet engazonnement. On peut également tout à fait gérer le pluvial de manière alternative sur des parkings, ce qui est en plus moins coûteux finalement en termes d'aménagement, de créer des noues végétalisées avec les pentes du parking qui amènent l'eau vers ces noues qui vont du coup permettre à la végétation de se développer. Voilà, tout est possible et peut répondre tout à fait aux besoins en termes d'aménagement de parking. Il y a beaucoup de techniques qui ont été expérimentées et on arrive sur des parkings beaucoup plus agréables où on est content de garer sa voiture aussi à l'ombre d'un arbre et qui paysagèrement donne quand même peut-être un petit peu plus de satisfaction également. Voilà, donc sur la gestion du pluvial, effectivement, on a des ouvrages qui peuvent être complètement artificialisés ou à contrario complètement naturels. En fait, sur la droite, c'est un ouvrage de gestion du pluvial qui pourtant ressemble à un parc. Donc les ouvrages de gestion du pluvial peuvent être, quand ils ne sont pas en eau, utilisés comme des parcs de loisirs et végétalisés qui sont favorables à la biodiversité, qui vont permettre aussi cette évapotranspiration qui rafraîchit l'air dans les alentours.
Voilà, donc j'en ai terminé avec tous ces exemples qui, j'espère, vous auront donné des idées. Peut-être que vous vous serez effectivement dit que vous pouvez mettre en place ce type d'action sur vos territoires. Voilà, j'espère que cela vous aura inspiré et surtout aura suscité chez vous des questionnements peut-être auxquels nous serons ravis de répondre effectivement plus longuement, plus en détail, hein, sur les techniques qui peuvent être mises en œuvre et les méthodes. Je voulais juste aborder un dernier point, c'est la participation et la sensibilisation des publics qui sont vraiment incontournables dans beaucoup de projets pour que le public puisse s'approprier tous ces enjeux et comprendre pourquoi maintenant on aménage différemment. Puisque souvent la nature, c'est vécu comme quelque chose de sale. Un trottoir qui se végétalise va être considéré comme un trottoir sale, mal entretenu. Donc tout ça, il faut l'expliquer, il faut le communiquer. Déjà, il faut se l'approprier au niveau des collectivités et ensuite, il faut le transmettre et l'expliquer. Pourquoi est-ce que maintenant, on n'entretient plus les trottoirs de la même manière? Pourquoi est-ce que maintenant, on met du stabilisé plutôt que des surfaces en enrobé? Voilà, pourquoi on laisse la végétation se développer de telle manière? Voilà, tout ça, ce sont des choses vraiment à communiquer. Et un bon vecteur aussi pour faire adhérer la population, c'est la végétalisation participative. Dans certaines communes, ça s'appelle le visa vert ou le permis de végétaliser. C'est-à-dire qu'on va permettre aux riverains, et notamment en cœur de village, de végétaliser leurs pieds d'immeubles, leurs pieds de façade, leurs pieds d'arbres, donc au travers de permis. Alors, ça ne se fait pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'en général, il y a une demande qui est effectuée de la part des riverains auprès des services techniques de la mairie qui acceptent ou non, sous certaines conditions, hein, la végétalisation. Donc, parfois, ça va être enlever quelques pavés en pied de façade, planter une plante grimpante. En plus, si elle est plantée à l'arrivée de gouttières, c'est parfait puisqu'en plus, elle bénéficiera d'arrosage naturel quand il pleuvra. Voilà, donc ça permet aussi de favoriser des échanges techniques entre les citoyens et les services techniques, puisque voilà, les services techniques ont bien sûr leur mot à dire dans cette végétalisation. On ne peut pas mettre des pots de fleurs n'importe où, n'importe comment. Ça peut poser des problèmes de sécurité, ça peut poser des problèmes d'accès. Donc tout ça se fait effectivement en lien avec la mairie à chaque fois, d'où cette notion de visa vert qui est finalement une autorisation, voilà, d'occuper l'espace public devant chez soi pour le végétaliser. Tout ça, finalement, ça donne aussi un cadre de vie très attractif puisque les espaces végétalisés dans les villes et villages de Méditerranée sont très appréciés. On a un petit côté carte postale sur certaines photos. Et bien entendu, tout ça apporte de l'ombre, de la fraîcheur et est bénéfique pour la biodiversité, à condition, bien entendu, de mettre en place des espèces toujours voilà, adaptées, locales, éviter les espèces exotiques envahissantes, type griffe de sorcière, etc., qui, elles, vont vraiment faire des dégâts sur le milieu naturel, même si elles sont parfois très jolies. Un autre exemple de végétalisation participative, c'est celle du cimetière-jardin de Ville-sur-Ozon. Ville-sur-Ozon, c'est un petit village dans le Vaucluse qui a été élu capitale régionale de la biodiversité en 2019, si je ne m'abuse, et qui a mis en place, entre autres, tout un projet autour de son cimetière. C'est vrai que les cimetières sont souvent des espaces un peu sensibles, hein, en termes de végétalisation parce que les citoyens aiment que les cimetières soient bien entretenus. Il y a quelque chose de très culturel, d'assez sensible derrière tout ça. Donc, ce sont des espaces sur lesquels on a parfois encore des produits phytosanitaires qui sont diffusés, hein, puisqu'on a encore cette possibilité. Et ce sont des espaces qu'on a du mal à reconquérir au niveau de la nature. Donc, Ville-sur-Ozon a mené ce projet en partenariat avec le parc naturel régional du Mont Ventoux sur donc la valorisation et la réappropriation du cimetière en tant que jardin, finalement, jardin planté, et en tant que patrimoine local également. Donc, il y a eu toute une campagne de plantation avec les habitants, les enfants de l'école. Et l'idée, c'est que ce fleurissement, ces plantations deviennent une alternative aux produits phytosanitaires. Voilà, donc plutôt que d'avoir un cimetière entretenu et traité, on a un cimetière jardiné, planté, fleuri, avec un entretien au zéro phyto et cette réappropriation aussi de ce lieu patrimonial local qui est très intéressant également. Voilà, là, c'est un exemple autour d'Avignon, hein, sur également la végétalisation des pieds d'arbres. Donc, il y a eu un budget participatif sur Avignon dans lequel les riverains, les associations pouvaient proposer des projets que la ville financerait s'ils étaient retenus. Il y a eu pas mal de projets finalement en lien avec la nature en ville qui ont été proposés par les habitants et les associations locales, et notamment des projets de végétalisation des pieds d'arbres, de plantation des pieds d'arbres,
L'idée, c'est donc de ne pas laisser les pieds d'arbres complètement nus, mais d'y apporter des plantes arbustives type sauge, romarin, etc. Donc, qui sont très adaptées à notre climat et qui ne montent pas très haut, ne demandent pas beaucoup d'entretien ni d'arrosage. Et on a donc ces espaces qui ont donc été végétalisés sur l'initiative des citoyens, avec, en tout cas sur Avignon, une participation financière de la ville, hein, bien entendu. C'est elle qui a apporté, on va dire, l'enveloppe budgétaire pour réaliser ces projets. Et on a également d'autres exemples sur Miramas, notamment avec des commerçants engagés qui, eux, donc, végétalisent leur façade ou leurs pieds d'arbres, là aussi avec une aide de la ville. Et donc, on les incite effectivement à amener plus de nature et ils sont très, très contents du résultat, effectivement, et du retour aussi de leurs clients en tant que commerçants par rapport à cette nature qui revient devant leur commerce. Voilà, alors moi j'en ai terminé avec toute cette présentation. Voilà, hein, j'ai déroulé après Lisa donc tous ces exemples, ces retours d'expérience. Maintenant, voilà, on vous laisse. Je vois qu'il y a eu pas mal de réactions dans le module de discussion. Donc Lisa, je ne sais pas si tu as pu relever quelques questions que les personnes qui participent voudraient nous partager. Alors, effectivement, pas mal de réactions. Pour le coup, des demandes concernant des ressources. Donc, j'ai l'impression que tout le monde a trouvé donc une réponse, hein, de par les informations transmises par Karine, mais aussi entre participants. Donc, je vous remercie, hein, d'avoir échangé les différentes ressources. On a une question peut-être de Carole Breton qui demande donc s'il vaut mieux un zonage indicé ou un surzonage au titre de l'article donc L 151-23 donc du Code de l'urbanisme, c'est-à-dire l'article sur la création des espaces de continuité écologique dans le règlement du PLU. Agnès, tu seras peut-être... Oui, alors surzonage ou zonage indicé, le surzonage va permettre de localiser finalement les espaces de continuité écologique. Bien souvent, finalement, on a quand même des zonages indicés qui sont plus lisibles parce que dans le règlement, on va avoir vraiment l'identification des zonages indicés, comme je le disais tout à l'heure, par exemple un zonage urbain. Urbain jardin, voilà, ou urbain espace de loisirs, ou urbain corridor écologique, c'est peut-être un petit peu rare, mais ça peut être un agricole corridor écologique, et donc qui seront vraiment bien identifiés dans les différentes parties du règlement écrit en tant que zonage, avec des dispositions particulières liées au fait qu'on a identifié un enjeu de continuité écologique ou un enjeu de nature en ville dessus. Voilà. Après, si vous avez des questions précises là-dessus, effectivement, moi, je peux prendre un peu plus de temps pour vous répondre, hein, par rapport au guide méthodologique qui existe. On peut effectivement échanger là-dessus. Voilà, vous pouvez me recontacter pour en parler. Il n'y a pas de problème. Voilà, très bien. Du coup, vous me recontacterez, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, je vois qu'il y a voilà, il y a souvent un conflit entre les parkings sur lesquels on propose des ombrières photovoltaïques et des arbres. Effectivement, il y a cet enjeu un peu contradictoire parfois, hein, avec la nature en ville, de proposer des équipements photovoltaïques. Il y a sans doute un équilibre à trouver pour ne pas aller vers, vers des parkings complètement artificialisés avec ces équipements photovoltaïques. Là, par contre, c'est au niveau des stratégies aussi des territoires de choisir effectivement où s'implantent ces panneaux photovoltaïques. Et c'est aussi au niveau des territoires de choisir finalement la qualité paysagère qu'ils souhaitent et l'équilibre entre production d'énergie renouvelable et nature en ville et apport de fraîcheur. À savoir qu'un panneau photovoltaïque apportera de l'ombre, mais il n'apportera pas l'évapotranspiration que vont apporter les arbres et la végétation et le sol nu. Voilà. Alors, je vois qu'une personne a également mis le lien vers le guide végétal local, puisqu'on a beaucoup parlé de végétation adaptée au climat. Il y a un label qui s'appelle le label végétal local qui vous garantit finalement d'acheter des végétaux qui seront issus de Grainothèque et qui seront nés dans notre région, donc pas importés, et donc vraiment adaptés au climat et avec voilà, un patrimoine génétique de provenance de la région. Parce qu'au sein d'une même espèce, d'une même essence, on peut avoir effectivement des végétaux qui vont venir d'Europe de l'Est, par exemple, et qui seront finalement moins adaptés à notre climat.
Alors, je vois que quelqu'un a, voilà, oui, Sophie Oyer a partagé donc le sommaire des fiches thématiques disponibles sur le site internet du Nature for City Life, voilà, donc sur des retours d'expérience assez nombreux, dont certains dont j'ai parlé effectivement ici. Mais si vous voulez avoir plus d'informations et plus de détails, vous aurez toutes ces fiches sur le site du Nature for City Life. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Lisa, que tu avais relevées ou remarques? Désolée, je remets le micro. Alors, peut-être une question. On nous demande notre avis du coup concernant les hôtels à insectes et s'il faut encourager leur installation dans nos communes afin d'éviter aussi voilà, que ces insectes ne se multiplient au détriment des autres espèces. Alors, oui, effectivement, il y a des discussions aussi sur les ruches et sur les hôtels à insectes. Alors, les ruches et les hôtels à insectes, ce sont pour moi des outils pédagogiques avant tout. Donc, une ruche, effectivement, elle va accueillir des abeilles domestiques. C'est un peu comme si on comparait la vache Prim Holstein, donc qui produit du lait en grande quantité, avec du chamois en termes de voilà. Si on mettait des vaches Prim Holstein partout dans les montagnes, peut-être qu'elles prendraient la place au bout d'un moment des chamois. Et là, c'est pareil. L'abeille domestique, c'est une abeille vraiment qui est faite pour produire du miel, qui n'est pas sauvage, cette abeille, alors qu'il existe toute une multitude d'espèces d'abeilles sauvages qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal, en tout cas en tant que citoyen. Donc, si on démultiplie les ruches, les abeilles domestiques vont prendre beaucoup de place et vont peut-être se développer au détriment des abeilles sauvages. Donc, les ruches, il faut aussi garder en tête que ce sont des outils excellents, en tout cas, de communication, parce que ça donne une bonne vision, effectivement, de la contribution de ces insectes pollinisateurs, du fait qu'il faut garder une végétation quand même un peu naturelle qui va permettre à ces abeilles de se nourrir également. Donc voilà, c'est très intéressant, mais ce n'est pas une solution pour favoriser la biodiversité en tant que telle. Les hôtels à insectes, c'est un petit peu la même chose. Ce sont des très bons outils de communication et de sensibilisation. Souvent, ce sont les enfants qui les fabriquent en plus, donc c'est vraiment très sympathique. Moi, j'avais entendu dire que les hôtels à insectes, du coup, devenaient finalement des gardes-manger pour les araignées qui venaient se régaler d'une multitude d'insectes un peu en libre service. La différence avec les ruches, c'est que dans les hôtels à insectes, on ne va pas finalement amener des insectes. Ce sont les insectes déjà sur place, ou en tout cas naturellement présents, qui vont venir y trouver un habitat. Donc, on ne va pas, je pense, développer d'insectes au détriment d'autres espèces. Voilà. En revanche, là aussi, on est sur quelque chose de plutôt qui a plutôt une portée de sensibilisation et voilà, de montrer le rôle des insectes, l'importance des insectes pour l'écosystème. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant, mais qu'il faut voir comme tel. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Je vois qu'il y a des nouveaux messages. Alors, on a une réponse un peu technique sur les hôtels à insectes, dont il faut limiter le diamètre à moins de 8 mm dans les tiges creuses. Donc, voilà, il doit y avoir sans doute effectivement en plus des préconisations pour réaliser des hôtels à insectes qui vont accueillir les espèces intéressantes, on va dire, pour la biodiversité. Alors, quelqu'un nous demande une ressource sur les essences de plantes les plus rafraîchissantes pour mettre à l'intérieur des classes d'école. Alors, je ne sais pas si des plantes à l'intérieur d'une classe d'école vont avoir un effet très important parce que, effectivement, elles ne seront pas en pleine terre, elles seront peut-être d'une taille assez petite. En tout cas, ça peut sans doute avoir un effet sur l'ambiance de classe et sur l'effet bien-être et contact avec la nature. En tout cas, là-dessus, on est sur des plantes qui sont plutôt des plantes, j'imagine, qui ne seront pas les mêmes que celles qu'on met en extérieur. Donc là-dessus, moi, je n'ai pas forcément d'éléments. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est les espèces allergisantes, bien entendu, ou toxiques, si on les met en contact d'enfants. Voilà, donc là-dessus, moi, personnellement, je n'ai pas d'éléments à donner en plus. Alors, il y avait une question à 13h37, je vois. Je remonte du coup. C'était justement la question sur les hôtels à insectes. Ah, d'accord. En tout cas, je vois que la personne demandait s'il fallait en installer chez soi des hôtels à insectes. Ce qui est très intéressant, c'est d'installer chez soi des abris pour la faune, quelle qu'elle soit. On peut avoir des abris à hérissons, on peut avoir des abris à reptiles en mettant simplement un tas de pierres sur son terrain. On peut installer des nichoirs à martinets, des nichoirs à chauves-souris. Tout ça nécessite bien entendu d'avoir un environnement favorable autour de chez soi.
parce que les chauves-souris, par exemple, vont apprécier d'avoir un petit point d'eau à proximité, des arbres aussi pour se déplacer. Les oiseaux, forcément, vont avoir besoin de pouvoir se nourrir aussi. Mais voilà, on peut mettre en place des choses très favorables pour les espèces faunistiques. J'en ai pas parlé spécialement aujourd'hui parce qu'on était sur l'adaptation au changement climatique, donc plutôt sur le rôle un petit peu de la végétalisation et de la pleine terre dans la gestion de l'eau pour le rafraîchissement urbain. Mais bien entendu, sur la faune, on a un webinaire, 1 heure pour comprendre et agir, qui a eu lieu en 2021, qui est aussi disponible en replay, et donc sur lequel vous pourrez retrouver beaucoup d'éléments sur la façon dont on peut favoriser la biodiversité animale et végétale à l'échelle des projets urbains. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions du coup. Est-ce que Lisa, tu vois d'autres Stériliser les chats, oui, très bonne remarque. Effectivement, les chats sont des catastrophes pour la biodiversité et se reproduisent très vite. Et effectivement, ça peut être aussi de la compétence des communes de financer des associations qui vont capturer les chats errants et les stériliser. Alors, bien sûr, on les garde en vie, ces pauvres chats, mais ils sont opérés comme ça et on évite la reproduction exponentielle de ces animaux qui, du coup, chassent. Voilà. Quelqu'un qui me demande mon parcours de formation. Donc là-dessus, n'hésitez pas à me recontacter pour qu'on en parle si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème aussi. On va vous laisser nos adresses mail aussi dans le chat à la fin pour que vous puissiez nous recontacter. On a Anaïs Chéron qui nous précise pour les plantes rafraîchissantes que c'est leur capacité d'évapotranspiration qui va jouer. Et donc, elles rafraîchissent surtout par l'ombre et l'humidité ambiante. Donc, il faut plutôt choisir des espèces avec des feuilles larges. Donc, effectivement, le pin a une capacité d'évapotranspiration qui est beaucoup plus faible que le platane, par exemple, puisque les aiguilles de pin vont avoir une surface beaucoup plus petite. Donc, oui, effectivement, remarque très intéressante sur la capacité de rafraîchissement. Alors, Céline Ayot nous signale que la région a un nouveau dispositif pour aider à la stérilisation des chats errants. Merci Céline. Donc, si effectivement tu peux nous mettre le lien ou nous l'envoyer a posteriori pour qu'on le diffuse, c'est très intéressant. Voilà, je vais juste terminer du coup sur les ressources. Voilà, vous aurez le diaporama qui sera mis en ligne d'ici quelques jours sur le site de l'Arbre. Ah, donc le dispositif sera voté le 29 avril. Excusez-moi, du coup, je lis les réactions en même temps. OK, donc dès qu'il sera voté, on pourra peut-être avoir accès à ces informations sur le dispositif de stérilisation des chats errants. Voilà, donc des diapositives pour terminer avec les ressources. Donc le MOOC du projet Nature for City Life, donc c'est un MOOC, donc une formation en ligne ouverte à tous et gratuite qui reprend du 4 avril au 16 mai 2022, donc à retrouver sur le site internet du Nature for City Life. Et également de nombreuses ressources, donc les initiatives exemplaires sur le site de la RBE, les autres modules à la carte du programme de formation NFCL, le BioDiff Tour si vous souhaitez faire des visites de terrain pour vous inspirer auprès de collectivités qui sont engagées depuis de longues années et qui auront plein de réalisations à vous partager. Et également les webinaires 1 heure pour comprendre et agir en replay, donc sur notamment l'éclairage public et la biodiversité, bâtiments et biodiversité, planification et biodiversité. Voilà, on a plein de choses connexes qui peuvent venir en complément de ce webinaire. Voilà, donc ce que je vous propose, ça va être de conclure ce webinaire s'il n'y a pas d'autres questions. Vous retrouvez ici donc les prochaines dates de webinaire 1 heure pour comprendre et agir, avec donc le 5 avril prochain, un webinaire sur les entreprises engagées pour la nature, donc destiné aux entreprises qui veulent rejoindre ce dispositif de labellisation. Le 10 mai, un webinaire sur l'accueil du public dans les espaces naturels avec un partenariat avec le département de Vaucluse. Et le 19 mai, je crois, Lisa, tu me confirmes, nous reproduirons ce webinaire Nature for City Life pour les personnes qui souhaiteraient le revisionner ou pour les personnes qui n'auraient pas pu le voir aujourd'hui. Ce webinaire sera proposé une seconde fois en mai. Voilà. Et le 7 juin, vous aurez enfin un webinaire sur la diminution des pollutions plastiques par le captage des déchets à la sortie des réseaux pluviaux. Voilà, je pense qu'on parlera de certaines solutions qu'on voit se développer. Sont-elles bonnes, sont-elles mauvaises? Ce sera discuté lors de ce webinaire. Voilà. En tout cas, je remercie Lisa et Karine pour ce webinaire et je vous propose de conclure. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez participer à un module de formation Nature for City Live au sein de votre collectivité prochainement. Voilà. Merci à tous. À très bientôt.